Dans ce chapitre de sociologie, comment analyser la structure sociale, nous allons essayer de voir comment les sociologues et les économistes caractérisent les différentes formes d'inégalité sociale et également d'inégalité économique. Avant cela, il faut définir ce qu'est une inégalité. Pour cela, il faut faire la distinction entre les différences et les inégalités. En effet, on trouve des différences très facilement entre les individus dans une société. On peut trouver des différences d'âge, des différences de sexe, des différences de couleur de peau, de revenus, etc. Ces différences entre les individus n'appellent pas forcément l'existence d'inégalités. En fait, les sociologues partent du principe qu'il y a inégalité lorsque les différences entre les individus sont traduites en termes d'avantages ou de désavantages. Par exemple, lorsque des différences de sexe, être un homme ou être une femme, entraînent des écarts de salaire, eh bien on peut parler d'une inégalité de sexe. C'est l'exemple qu'a mis en avant la DARES. À poste et expérience équivalente, les femmes touchent 9% de moins que les hommes, uniquement parce qu'elles sont des femmes. Cette inégalité de sexe renvoie à une forme d'inégalité sociale. Comment définir les inégalités sociales ? Les sociologues partent du principe que lorsque l'infériorité ou la supériorité, c'est-à-dire lorsqu'il y a des désavantages ou lorsqu'il y a des avantages, partagés par des personnes aux caractéristiques différentes, on peut parler d'inégalité sociale. On a vu une première forme d'inégalité sociale liée au sexe, mais il y a également des inégalités liées à l'origine sociale. L'INSEE, par exemple, en 2011, a montré que 20,5% des élèves issus de milieux défavorisés ont redoublé au moins une fois à l'arrivée en 6e, soit 6 fois plus que les élèves dont les parents sont très favorisés. On voit donc là qu'il y a une inégalité, un avantage d'un côté, un désavantage de l'autre, à être né dans tel ou tel milieu social. Il y a aussi des inégalités liées au lieu de résidence. Une étude de Yannick Lorty et ses collaborateurs a montré que, pour les femmes, le fait de résider dans une commune défavorisée, plutôt que dans une commune favorisée, réduisait la probabilité d'accéder à un entretien d'embauche. On peut également trouver des inégalités liées à l'origine nationale, comme l'a montré l'étude de la DARES en 2012. Toutes choses égales par ailleurs, les descendants d'immigrés d'origine non européenne sont moins présents sur le marché du travail et ont un risque de chômage supérieur aux personnes qui ne sont pas issues de l'immigration. Voici donc quelques exemples d'inégalités sociales parmi d'autres. Ces inégalités sociales, en partie d'inégalités économiques. Celles-ci correspondent aux écarts de revenus et de patrimoine entre les agents économiques. Lorsqu'on s'intéresse aux revenus, rappelons qu'il faut distinguer les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus que tirent les ménages de leur contribution à l'activité économique, des revenus de transfert. Le patrimoine, lui, désigne pour un agent économique la somme à un moment donné de ses avoirs, c'est-à-dire ce qu'il possède, et de ses dettes, c'est ce qu'il doit. Le patrimoine comprend donc des actifs financiers et des actifs non financiers. Les actifs financiers sont des titres ou des contrats qui sont généralement transmissibles et négociables sur un marché financier et susceptibles de produire à son détenteur des revenus. L'actif non financier, lui, est un élément du patrimoine qui n'est pas négociable sur les marchés financiers. Les économistes mesurent traditionnellement ces inégalités économiques de revenus ou de patrimoine à travers deux méthodes, la méthode des déciles et la courbe de Lorenz. La méthode des déciles consiste à séparer la population, par exemple les ménages, en 10 groupes en fonction de leur salaire, de leurs revenus, de leur niveau de vie ou également de leur patrimoine. L'idée est de regarder le revenu maximal pour chaque tranche. Donc par exemple, on va avoir au décile numéro 1 le dixième le plus pauvre de la population. Et à l'autre bout de l'échelle, on va avoir le dixième le plus riche de la population. Le dixième le plus pauvre correspond à D1, c'est-à-dire décile numéro 1. Il s'agit donc des 10% des personnes les plus pauvres. Autrement dit, en dessous de ce salaire-ci, vous avez les 10% les plus pauvres de la population. À l'autre bout, le dixième le plus riche correspond aux personnes qui se situent au-dessus
du 9e décile. Il correspond donc aux 10% les plus riches, et toutes les personnes qui se situent en dessous de ce revenu correspondent aux 90% les plus pauvres de la population. Ainsi donc, les personnes qui se trouvent en dessous du 2e décile correspondent aux 20% les plus pauvres, celles qui se situent au-dessus aux 80% les plus riches. Celles qui se situent en dessous du 3e décile correspondent aux 30% les plus pauvres, celles qui se trouvent au-dessus du 3e décile aux 70% les plus riches, ainsi de suite. La méthode des déciles est très intéressante pour mesurer le niveau d'inégalité économique dans une société à travers ce qu'on appelle le rapport interdécile. Le rapport interdécile est relativement simple, il consiste à faire le rapport entre le 9e décile, c'est-à-dire le revenu qui correspond au 9e décile, et le revenu qui correspond au 1er décile. De cette manière-là, on voit si l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est élevé ou pas. On retrouve la méthode des déciles également dans la représentation d'une courbe de Lorenz, ce qui permet de représenter graphiquement les inégalités de revenus ou de patrimoine entre les individus. Pour représenter cette courbe, on place sur l'axe des ordonnées la masse du patrimoine ou du niveau de vie, ce qui correspond à la part cumulée des revenus ou du patrimoine. Ainsi, 100% correspond à la totalité du patrimoine ou des revenus d'une société, 10% ou 10% de ce revenu ou de ce patrimoine, etc. En abscisse, on place la population, plus précisément la part cumulée des ménages ou des individus par ordre croissant de revenus ou de patrimoine. C'est là qu'on retrouve nos déciles. Les 10% ici correspondent aux 10% d'une population les plus pauvres, ce qui correspond évidemment à D1 au premier décile. Le 20% correspond aux 20% des populations qui sont les plus pauvres, ce qui correspond à D2, 30% à D3, etc., etc. Ainsi, la courbe de Lorenz représente graphiquement la fonction qui, à une part x des ménages les moins riches, associe la part y de l'ensemble du revenu total ou du patrimoine qu'ils perçoivent. Sur cette bisectrice, il y a donc une répartition égalitaire des revenus. En effet, on constate que les 30% d'une population, qui sont les moins riches, vont posséder 30% du patrimoine ou des revenus d'une société. Autre exemple, les 70% les plus pauvres vont posséder 70% du revenu ou du patrimoine d'une société. Ainsi, plus la courbe de Lorenz se rapproche de cette bisectrice, plus les inégalités économiques sont faibles. A l'inverse, plus elle s'éloigne de cette bisectrice, plus il y a de fortes inégalités économiques. Par exemple, si la courbe de Lorenz a cette forme-ci, il y aura moins d'inégalités économiques que si elle a cette forme-là, puisqu'on s'éloigne de la bisectrice.